La patrouille avait été silencieuse et routinière pendant les 12 dernières heures. Le capitaine Henry Watros se tenait sur la passerelle de l'UES Cerberus, les bras croisés, les yeux rivés sur la carte holographique de leur secteur. L'IA du vaisseau suivait le flux habituel du trafic interstellaire. Cargos, diplomates et commerçants indépendants, tous empruntant des voies désignées sous l'œil vigilant de la flotte de défense terrestre unie. Prévisible, immuable, jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. Monsieur, appela le lieutenant Kim Carbonell depuis le poste de détection, d'un ton sec et pressant. Nous avons un navire inconnu qui dévie de sa route, à 20 000 clics de la voie commerciale Theta 7. Watros fit demi-tour. Type? Cargo moyen courrier, vieux modèle corélien. Pas de plan de vol enregistré, pas de réponse aux signaux automatiques. Un cargo qui dévie de sa route n'était pas forcément un signal d'alarme, mais quelque chose semblait anormal dans sa trajectoire. La plupart des commerçants restaient dans les couloirs désignés, sauf s'ils faisaient de la contrebande ou cherchaient à éviter les douanes. Les contrebandiers avaient généralement le bon sens de faire profil bas, de ne pas s'aventurer dans une zone de patrouille militaire. Watros se redressa. « Bar, amenez-nous en vue. » Silence. Les moteurs du Cerberus grondaient doucement tandis que le vaisseau ajustait sa trajectoire. Des superpositions tactiques s'allumaient sur l'écran principal, alimentant la télémétrie en temps réel à mesure qu'il se rapprochait. Le vaisseau inconnu avançait lentement, comme s'il hésitait. « Toujours pas de réponse ?» demanda Watros. Carbonell secoua la tête. « Ils nous ignorent. Ou font semblant. » « Préparez une équipe d'abordage, ordonna Watros. « Je veux une inspection complète. » En quelques minutes, le hangar du navire fut en effervescence. Les Marines étaient équipés, les armes vérifiées, les communications testées. Watros observait depuis le pont d'observation le commandant Douglas Furlan, un vétéran aux missions de combat innombrables, effectuer les dernières vérifications sur son équipe. Furlan monta le dernier à bord de la navette, actionnant le bouton de déverrouillage de la porte de la cloison. « On va frapper », dit-il dans les communications. « Voyons s'ils répondent. » La navette se détacha en douceur, propulseur en vrombissant tandis qu'elle fendait le vide. Le cargo se dressait devant lui, vieux, marqué par les combats, sa coque rapiécée aux endroits où des éclairs d'énergie avaient visiblement frappé. Il avait combattu. Alors que la navette s'approchait, le moteur du cargo s'alluma soudain. « Il roule !» aboya Carbonell. « Pic de puissance, chargement de leur FTL. » Watros était déjà en mouvement. « Arrêtez-les !» Le Cerberus lança une impulsion gravitationnelle temporisée. L'onde de choc se propagea dans l'espace, détruisant le champ FTL avant qu'il ne puisse se former complètement. Le cargo tangua violemment, ses moteurs crachotant. « Cible désactivée », confirma Carbonell. « Ils sont morts dans l'eau. »« Montez à bord », ordonna Watros. La navette s'accrocha à la coque du cargo endommagé, ses pinces d'amarrage sifflant tandis qu'elle fermait le sas. Les Marines avancèrent rapidement, pénétrant dans le vaisseau dans une manœuvre impeccable et coordonnée. À l'intérieur, le vaisseau était en désordre. L'éclairage était faible, l'air chargé d'une odeur de sueur, de rouille et de quelque chose de pire encore. Les couloirs étaient étroits, bordés de canalisations apparentes et de barricades improvisées. Ce n'était pas un cargo. C'était une prison. La voix de Furlan résonna dans les communications, basse et tendue. « Capitaine, vous allez vouloir voir ça. » Watros n'attendit pas. Quelques minutes plus tard, il montait à bord du vaisseau, flanqué de 2 marines armés. Dès qu'il aperçut l'intérieur, son estomac se retourna. Des rangées de cellules de fortune bordaient en haut la soute, remplies de silhouettes, décharnées d'innombrables espèces. Les prisonniers étaient blottis dans des cages rouillées, l'air empestant la puanteur du confinement. Certains réagirent à peine à l'entrée des marines, trop épuisés pour réagir. D'autres tressaillirent, leur corps se recroquevillant instinctivement. Watros s'enfonça plus profondément dans la cale, ralentissant son allure à mesure que l'horreur l'envahissait. Son estomac se noua,
mais il continua d'avancer. Sa mâchoire se serra lorsqu'il croisa le regard d'un Corellien, squelettique et tremblant, au regard suppliant, mais résigné. La peau translucide du Corellien collait à peine à sa carcasse, révélant les veines sombres qui palpitaient lentement en dessous. 2 yeux sans paupières, trop grands pour son visage creux, reflétaient la faible lumière d'urgence. Ses doigts allongés, autrefois pourvus de griffes acérées, tremblaient maintenant, émoussés par la faim. « Depuis combien de temps êtes-vous ici » demanda Watros. L'extraterrestre déglutit difficilement, les lèvres gercées par la déshydratation. « Trop longtemps », Watros se tourna vers Furlan. « Faites sortir ces gens d'ici, tout de suite. » Les Marines s'empressèrent de forcer les serrures des cellules et de guider les prisonniers vers le poste d'amarrage. Certains étaient trop faibles pour marcher. Les médecins s'activaient déjà pour les stabiliser. Un grognement profond et mécanique résonna dans le vaisseau dès que les Marines franchirent le couloir menant au poste de contrôle. « Ils nous enferment », lança l'un des Marines. Verland ne ralentit pas. Il fit signe au sergent Weiss, qui préparait déjà des charges explosives. Un crépitement strident retentit dans les communications, des voix extraterrestres aboyant des ordres frénétiques. Puis le vaisseau sursauta. Les lumières vacillèrent, remplacées par l'inquiétante lueur rouge des luminescences d'urgence. « Ils viennent de dégazer les sections 3 et 4, rapporta Carbonel. Ils essaient de nous tuer ou de nous ralentir. Quoi qu'il en soit, ils ne partiront pas sans bruit. »« Alors, nous leur rendons l'appareil, » gronda Furlan. D'une détonation contrôlée, la charge de brèche ouvrit le couloir. Les Marines bondirent en avant, armes levées, fendant la fumée. Les premiers coups de feu provenaient de derrière les abris, de brèves rafales de plasma désespérées. L'équipage des Nets n'était pas une force militaire, mais ils se battaient comme des prédateurs acculés. L'un des pirates se jeta sur un Marine, une lame dentelée à la main. Le soldat fit un pas de côté, enfonçant la crosse de son fusil dans le crâne de l'extraterrestre, le faisant tomber instantanément. Un autre se précipita vers le panneau de contrôle, les doigts s'agitant sur la console. « Arrêtez-les » aboya Furlan. Avant que le pirate ait pu terminer son ordre, une balle lui traversa la poitrine. L'alien s'effondra contre les commandes, ses membres insectoïdes segmentés tressaillant, tandis qu'un épais Itchor sombre suintait de la blessure. Sa seconde paire de bras vestigiaux, plus petits, spasma avant de se replier vers l'intérieur, dernier réflexe désespéré d'une espèce peu habituée à mourir si facilement. Puis, le silence retomba. Leur dernière ligne de résistance brisée, les membres de l'équipage restant laissèrent tomber leurs armes, certains serrant les mains en signe de reddition désespérée. L'un d'eux, toujours à genoux, cracha au sol. Ses lèvres se retroussèrent en un ricanement, si tant est qu'on puisse parler de ricanement. Les mandibules fendues de la créature fléchirent, révélant des crêtes internes dentelées, s'entrechoquant dans un bruit étrangement semblable à celui d'un os qui grince. Des plaques chitineuses sombres couraient sur toute la longueur de son corps, superposées comme une armure rudimentaire, et les fentes où son nez aurait dû être évasé en signe de mépris. « Tu n'aurais pas dû intervenir, humain. » Ferlan ne répondit pas. Il se contenta de remettre l'alien sur pied et de le pousser vers la sortie. « Capitaine !» La voix de Carbonel grésilla dans les communications. « Il faut que vous voyiez ça. » Watros se dirigea vers la passerelle du vaisseau. « Il faut que vous voyiez ça. » Watros se dirigea vers la passerelle du vaisseau. Carbonel se tenait au-dessus de la console de commande, une tablette de données à la main. « Les journaux de bord », dit-elle en la lui tendant. Watros parcourut les dossiers, son expression s'assombrissant à chaque ligne. Les listes de cargaison, les destinations, l'ampleur de l'opération. « Ce n'est pas un cas isolé, » marmonna-t-il. « Ils exploitent cette ligne depuis des mois. » Carbonel hocha la tête. « Et ce n'est pas tout. Certains prisonniers nous ont dit avoir été capturés dans des avant-postes de la colonie. Il ne s'agit pas d'enlèvements isolés. Des colonies entières ont disparu. »
Watros resserra son emprise sur l'ardoise. Ça suffit. Il se tourna vers les prisonniers, escortés jusqu'au hangar du Cerberus. Ce n'était pas que du fret, c'étaient des preuves. « Transmettez-moi le commandement de l'UED », ordonna-t-il. Maintenant. La transmission fut active, l'amiral Lance Seagal apparaissant sur l'écran principal de la passerelle. Son expression se durcit tandis que Watros racontait ce qu'ils avaient découvert. « Ce n'est pas un simple réseau criminel clandestin », conclut Watros. « C'est organisé, coordonné, et ça se passe sous notre surveillance. » Seagal expira lentement, le regard dur. « Nous devons porter l'affaire devant le Conseil. » Watros retint son souffle. « Et s'il refuse d'agir ?» Seagal fixa l'écran une longue seconde, puis parla d'une voix ferme et assurée. « Alors nous le ferons. » Et le capitaine Henry Watros se tenait immobile, les bras croisés, tandis que la ligne de transmission du commandement de l'UED se fermait. Les paroles de l'amiral Seagal résonnaient encore dans son esprit. Nous devons porter cette affaire devant le Conseil. Il serra les poings, la tension irradiant dans sa posture. Une démarche formelle, une requête diplomatique. Il savait comment cela se passerait. Les prisonniers, désormais sous surveillance médicale dans les ponts inférieurs du navire, n'avaient pas encore donné tous les détails, mais les récits fragmentaires suffisaient. Certains avaient été capturés dans des colonies isolées, d'autres avaient été achetés et vendus comme du bétail, et il y en avait des centaines. C'est ce qui lui serrait le ventre. Ce n'était pas l'œuvre d'une opération clandestine, c'était systématique. « Capitaine ?» La voix de Carbonell le tira de ses pensées. « Nous venons de terminer l'analyse de la base de données du cargo. Ce n'est pas juste un cargo, capitaine. C'est une chaîne d'approvisionnement. » Watros expira lentement. « Allez-y. » Carbonell appuya sur l'interface, faisant apparaître les journaux du manifeste sur l'écran principal. Une séquence de noms, d'espèces, de coordonnées. Les données s'étalaient sur des pages. « C'est une carte routière ?» dit-elle d'une voix tendue. Une routine. Ce cargo n'était pas qu'un simple moyen de transport. Il faisait partie d'une chaîne d'approvisionnement. Quelqu'un, quelque part, gère ces itinéraires, les coordonne comme des expéditions commerciales. Elle lui jeta un coup d'œil. Sauf qu'ils ne transportent pas de marchandises. Ils transportent des personnes. Watros fixa l'écran. Quelque chose sur leur destination? Pas concluant. La dernière transmission de leur système de navigation était cryptée avant notre embarquement, mais nous avons extrait la liste des anciens points de chute. Point de chute. Une série de systèmes et d'avant-postes s'est illuminée sur la carte holographique. Le schéma était clair. Tous se trouvaient bien au-delà des voies commerciales centrales, aux confins de l'espace connu. Certains étaient des colonies minières abandonnées. D'autres étaient des mondes frontaliers luttant pour maintenir leur autosuffisance. Carbonell croisa les bras. Si je devais deviner, je dirais que ce n'est qu'une fraction du réseau réel. Watros ne répondit pas immédiatement. Il se tourna vers l'écran, sentant la frustration s'installer lentement. « Envoyerai ceci au Conseil, » dit-il enfin. « Pas d'interprétation, pas de supposition, juste des faits. » Il connecta sa passerelle de communication à Seagal. Un instant plus tard, le visage de l'amiral réapparut à l'écran. « Nous avons tout, » dit Watros. « Enregistrements, coordonnées, témoignages de survivants. Tout vous est transmis. »« Accusé de réception, » répondit Seagal. « Je transmettrai personnellement cette information au Conseil. »« Passez votre temps, capitaine. » L'écran s'assombrit. Ils attendaient. 12 heures s'étaient écoulées et l'UES Cerberus dérivait en silence. Watros se tenait au hublot, la mâchoire serrée, le regard perdu dans le vide immuable. Pas d'ordre, pas de mouvement, juste l'attente. En bas, le bourdonnement des infirmeries et de légers murmures emplissaient les ponts inférieurs tandis que les médecins travaillaient sans relâche. Les rescapés reposaient en salle de réveil, certains agités, d'autres immobiles, tous pris sous le poids de ce qui allait suivre. L'équipage évoluait avec une tension silencieuse. Pas de bavardages inutiles,
pas de pas perdu. Ils attendaient qu'un tous, attendaient une décision, attendaient de voir ce que valaient ces vies. Un carillon provenant de la console de communication rompit la tension. Quatros se retourna. La séance du conseil commence, dit Carbonel, la voix tendue. Quatros expira. Connecté. Voyons s'ils font ce qu'il faut. Sur la station du Conseil galactique, la salle était un témoignage d'ordre et de pouvoir. Des rangées de figures imposantes de diverses espèces bordaient les plateformes surélevées, chacune représentant une entité influente. Au centre, debout devant les conseillers rassemblés, le chancelier Michael Laney, délégué désigné des humanités, fit un geste vers l'écran central lorsqu'une liaison de transmission s'activa. La forme holographique de l'amiral Lance Sagal se matérialisa, diffusant en direct depuis le commandement de l'UED. Il resta figé sur sa chaise, l'air indéchiffrable, tandis que les enregistrements se déroulaient. Les images parlaient d'elles-mêmes. Les prisonniers, les journaux de bord, les communications interceptées du cargo capturé. Alors que le dernier enregistrement s'estompait, un long silence emplit la salle. Puis, un représentant de Vachari, les doigts écailleux entrelacés, se pencha en avant. Son visage reptilien allongé restait indéchiffrable, mais le lent mouvement de sa langue fourchue laissait deviner une certaine contemplation. Les faibles marques bioluminescentes le long de son front pulsaient subtilement, signe d'intrigue ou d'irritation, difficile à discerner chez ses semblables. « C'est troublant, dit-il, un signe d'intrigue ou d'irritation, difficile à discerner chez ses semblables. C'est inquiétant, dit-il. Plus qu'inquiétant, la voix de Sagal résonna dans la chambre, ferme même à travers la transmission. C'est la preuve qu'un trafic à grande échelle se déroule sans contrôle dans les systèmes extérieurs. Une intervention immédiate est nécessaire. Un murmure parcourut la chambre. Un autre membre du conseil, un félin comme Zalari, siffla entre ses dents acérées. « Amiral, nous avons déjà reçu des rapports similaires, non vérifiés, spéculatifs. » Seagal plissa les yeux. « Et maintenant, nous avons la confirmation. » Encore du silence. Et maintenant, nous avons la confirmation. Encore du silence. Finalement, un représentant de Gavard à la voix grave se pencha en avant. Sa lourde silhouette blindée immobile. Le conseil examinera cette question. L'expression de Sagal se durcit. Réfléchir? Combien de temps? Aussi longtemps que nécessaire. Combien de temps? Aussi longtemps que nécessaire. Seagal s'efforça de garder son sang-froid. Nous n'avons pas ce luxe. Cette opération est en cours. Des gens souffrent en ce moment. Une déléguée trénienne, la peau pâle et translucide frémissante d'agitation, fit un geste vague. Amiral, avec tout le respect que je vous dois, nous ne pouvons pas simplement déployer des forces chaque fois qu'un problème localisé survient dans des secteurs périphériques. Les seules ramifications politiques. Un problème localisé? S'exclama Sagal. Ce n'est pas localisé, ce ne sont pas des spéculations. Cela se produit dans ce moment même, et vous êtes assis là à parler des ramifications. Un représentant Kassari, mince et aviaire, fit claquer son bec et inclina la tête. Amiral, je dois vous rappeler que toute action militaire directe relève de la compétence du Conseil. Aucune civilisation ne peut agir unilatéralement en pareille matière. Seagal serra les dents. Il savait exactement de quoi il s'agissait. De la tergiversation, de la bureaucratie, de la politique. « Combien de rapports vous faut-il encore » demanda-t-il à voix basse. « Combien de rapports supplémentaires avant d'agir » Le Kassari s'hérissa légèrement. Le Conseil examinera les données et déterminera la meilleure marche à suivre. Saïgal en avait assez entendu. Il laissa le silence s'installer un instant, scrutant la salle à travers la transmission, son regard se posant sur chaque délégué qui venait de décider de laisser perdurer l'esclavage. Il expira lentement. Bien. Le flux holographique vacilla légèrement tandis qu'il se déplaçait sur sa chaise. « Si le Conseil n'est pas prêt à agir, dit-il d'une voix de fer,
alors nous le ferons. On ne peut agir sans approbation, protesta le délégué trénien. L'expression de Sagal resta inchangée. Il n'avait pas besoin d'ajouter quoi que ce soit. Sans un mot de plus, la transmission fut coupée, laissant la salle dans un silence tendu. Watros était assis en bout de table, les bras croisés, tandis que la retransmission en direct de la séance du conseil s'éteignait. Le silence était pesant. « Ils tentent de gagner du temps », dit Carbonell, le premier à s'interrompre. Furlan se pencha en avant, la voix tendue. On savait que ça allait arriver. Mais en les entendant le dire à voix haute, il laissa échapper un long soupir en secouant la tête. « Ça n'a pas de sens », marmonna Weiss. « Ils n'ont rien à perdre à intervenir, à moins que… » Sa voix s'éteignit. Le visage de Carbonell s'assombrit, à moins que certains d'entre eux n'en tirent profit. Personne ne parla un instant, puis Watros prit la parole. Ce ne serait pas la première fois. Furlan serra les poings. Et maintenant, on reste assis ici pendant que le Conseil examine les souffrances de colonies entières. Watros se redressa. Non. Les officiers se tournèrent vers lui. On n'attend pas, dit-il d'une voix ferme. Préparez les navires. Furlan fronça les sourcils. Prêt pour quoi? Watros soutint son regard. Pour la guerre. Un instant de silence. Puis le terminal de Carbonell sonna. Elle jeta un coup d'œil à l'écran, les yeux écarquillés. « Monsieur, » dit-elle d'une voix tendue, « nous venons de recevoir une nouvelle transmission. » Watros se tourna vers elle. « De qui ?» Carbonell hésita. « D'une colonie marginale, un avant-poste du système Vainar. » Watros se tourna vers elle. « Qu'ont-ils » Carbonell déglutit. « Ils ont trouvé des prisonniers humains parmi les prisonniers. » Grogna Weiss. « Vous êtes sûr ?» Elle hocha la tête. « Parmi les prisonniers ?» grogna Weiss. « Vous êtes sûr ?» Elle hocha la tête. Confirmation visuelle. Ils ont envoyé des images, des journaux. Elle parcourut rapidement l'interface, affichant le rapport chiffré. L'écran creux vacilla, puis une image granuleuse apparut. Une cellule de détention. Des silhouettes émaciées se rassemblaient dans la pénombre. Parmi elles, des visages humains distincts. Émaciés, meurtris, mais indéniablement humains. Weiss jura dans sa barbe. Furlan serra les poings. Watros resta bouche bée. Combien? Au moins 2 douzaines identifiées jusqu'à présent. Probablement plus. Ils sont déplacés entre les colonies, comme les autres. Carbonell expira. Monsieur, certains d'entre eux ont été capturés dans des avant-postes enregistrés de l'UED. Ce ne sont pas des civils qui ont dévié de leur trajectoire. Ce sont les nôtres. Le poids de la chose s'abattit comme un marteau. Le filet ne s'attaquait pas seulement aux colonies extraterrestres marginales. Il capturait des humains. Ferlan rompit le silence. Cela ne fait que le confirmer. Nous sommes en guerre. Watros n'hésita pas. Envoyez-le au commandement de l'UED. Immédiatement. À bord du centre de commandement de l'UED, l'amiral Lance Sagal se tenait immobile dans sa salle de briefing privée, les bras croisés, fixant la transmission entrante du Cerberus de l'UES. Dès que l'appel fut établi, le visage du capitaine Watros occupa l'écran, son expression indéchiffrable, mais son regard portait le poids de ce qu'il venait de découvrir. « Capitaine » salua Sagal d'une voix égale. « Au rapport. » Watros ne perdit pas de temps. « Monsieur, nous avons reçu confirmation d'une colonie périphérique du système Vainar. » Sa voix égale. « Au rapport. » Watros ne perdit pas de temps. « Monsieur, nous avons reçu confirmation d'une colonie périphérique du système Vainar. Des prisonniers humains ont été découverts parmi les capturés. Pas des civils perdus dans l'espace lointain. Du personnel enregistré de l'UED. » Sagal ne sourcilla pas. « Envoie-moi tout. » Carbonell transmit les données immédiatement.
L'écran de Seagal vacilla à mesure que les fichiers arrivaient. Il parcourut les images, s'arrêtant brusquement lorsque son regard se posa sur des visages humains meurtris, à peine reconnaissables dans l'obscurité des cellules d'esclaves extraterrestres. Il inspira lentement pour réprimer la rage brûlante dans sa poitrine. Watros rompit le silence. « Monsieur, quels sont nos ordres ?» Seagal expira brusquement, la mâchoire serrée comme de l'acier. « Tenez position. Préparez votre vaisseau et vos hommes. » Ses yeux s'assombrirent. Assez parlé, il est temps de bouger. La transmission coupa. Watros se rassit, les épaules tendues. Alors que le poids de l'inévitabilité s'abattait sur le pont. Les hésitations qui avaient pu exister auparavant avaient maintenant disparu. L'UED partait en guerre. Seagal se détourna de l'écran et ouvrit une ligne de communication sécurisée avec le chancelier Michael Lena à bord de la station du Conseil galactique. L'image du chancelier apparut, les sourcils froncés. « Amiral, je suppose que c'est urgent. » Seagal ne s'embarrassa pas de civilité. « Nous avons confirmé la présence de prisonniers humains parmi les capturés. Nous en avons la preuve. » Le visage de Lena s'est à peine déplacé, mais Seagal l'a vu, une lueur de compréhension s'est allumée dans ses yeux. Sa voix était calme, mais ferme. Nous ne pouvons plus attendre que le Conseil délibère. Nous ne pouvons pas leur faire confiance. Un silence pesant. Seagal se redressa alors, sa voix froide comme du fer. Nous ne pouvons plus attendre. Ils ont quitté le contrôle. C'est notre problème maintenant. La transmission s'interrompit. Lena ne protesta pas. Il n'essaya pas de le dissuader. Parce qu'il savait. Il n'y avait rien à dire. Seagal n'hésita pas. Il pivota, se connectant à la fréquence de commandement sécurisée de l'UED, appelant les chefs les plus importants de la flotte terrestre. Un par un, leurs visages apparurent sur l'écran holographique. Amiraux, commandants de flotte, chefs tactiques. Ce n'était pas une réunion diplomatique. C'était un conseil de guerre, composé de stratèges aguerris qui avaient consacré leur vie à assurer la survie de l'humanité dans une galaxie hostile. Seagal ne perdit pas de temps. Quelques mots suffirent. Des prisonniers humains ont été réduits en esclavage. Sa voix résonna à travers le canal comme une lame dans l'acier. Le Conseil a refusé d'agir. C'est notre problème désormais. Et nous résolvons toujours nos problèmes. Un murmure de reconnaissance sinistre se répandit dans les bureaux. Aucune hésitation. Aucun doute. Sargil poursuivit. Nous nous mobilisons immédiatement. Je veux que les groupements tactiques soient repositionnés à des points stratégiques clés dans les systèmes extérieurs. Nous frappons fort et vite. Pas de demi-mesure. L'un des amiraux prit la parole, la voix empreinte d'une fureur glaciale. Avons-nous des alliés? Le regard de Seagal s'assombrit. Nous en aurons. Ou nous le ferons seuls. Sans un mot de plus, il appuya sur une autre commande, ouvrant des canaux cryptés pour sélectionner des factions extraterrestres, des civilisations qui observaient depuis la ligne de touche, subissant la même négligence du Conseil, mais manquant de force pour s'y opposer seuls. Les messages étaient simples, privés, directs. Nous savons que vous avez subi des pertes. Nous savons que le Conseil vous a abandonné. Soutenez-nous, combattez avec nous, et nous y mettrons fin ensemble. Seagal se tourna vers ses officiers, le regard perçant. Ce n'est pas une action policière, ce n'est pas une mesure d'endiguement, c'est une éradication. Nous allons en finir. Son ton était ferme, ne laissant place à aucun doute. Vous avez vos ordres. Nous entrons dans le cycle suivant. Le flux a été coupé. La guerre avait commencé. La réponse est arrivée plus vite que prévu. Quelques heures après la communication cryptée de l'UED, des transmissions de plusieurs espèces ont confirmé leur participation à l'assaut. La coalition Vachari, connue depuis longtemps pour sa neutralité, a envoyé une réponse concise mais sans équivoque. Nous nous battrons. Le pacte Talari, une race nomade de voyageurs des étoiles ayant souffert des raids des Nets pendant des décennies, a promis une flotte de vaisseaux d'attaque rapide. Les seigneurs de guerre Drakari, tristement célèbres pour leur méfiance envers le pouvoir centralisé,
n'ont envoyé qu'un court message. Nous nous souvenons de ceux qui ont été capturés. Nous serons là. Un par un, des noms qui n'avaient jamais combattu ensemble sur un champ de bataille se sont alignés. Un par un, des noms qui n'avaient jamais combattu ensemble sur un champ de bataille se sont alignés. Au commandement de l'UED, l'amiral Lance Sagal observait les confirmations entrantes. Il n'y avait pas de triomphe, seulement la nécessité. Il se tourna vers ses officiers. « Nous tenons un conseil de guerre dans 1 heure, dit-il. Trouvez-moi tous les chefs de flotte qui ont répondu à l'appel. Nous agissons vite. » Dès que les premiers alliés ont répondu, les renseignements de l'UED ont commencé à échanger des données. Manifestes commerciaux, transmissions interceptées, schémas de navigation. En quelques heures, la vérité devint indéniable. Le réseau ne s'était jamais caché. Il avait prospéré à la vue de tous, protégé par l'apathie du Conseil. En parcourant les rapports, les analystes triangulèrent le bastion principal de l'ennemi avec une facilité déconcertante. Le système Yarax, un amas isolé d'étoiles mourantes hors des voies commerciales établies. Officiellement sans intérêt, il était pourtant constamment visité par des cargos sans origine officielle. Ce n'était pas une forteresse secrète, c'était une usine, un marché bâti sur des vies volées. Une fois la position de l'ennemi confirmée, il n'y eut plus d'hésitation. Les ordres furent envoyés, les navires de guerre furent appelés à l'action, et le conseil de guerre se réunit à bord de l'UED Scourge, un dreadnought de classe Behemoth conçu pour les sièges planétaires. Il n'y avait plus aucun doute désormais. Les commandants rassemblés se rencontrèrent par hololinks sécurisés. Certains assis dans des croiseurs de combat UED, d'autres debout à bord de vaisseaux de guerre faiblement éclairés, leurs silhouettes extraterrestres vacillant dans la transmission. Le regard de Sagal les parcourut. Guerriers tacticiens, survivants de conflits, combattaient au-delà des frontières humaines. Ce n'était pas un lieu de diplomatie. C'était un rassemblement de ceux qui savaient que l'action était le seul langage restant. Il activa l'écran central. Une projection holographique du bastion du réseau tournoya devant eux. « Le réseau se croit intouchable, dit-il. Ils ont tort. » Ses doigts parcoururent les commandes, soulignant les points stratégiques. « Nous divisons cette opération en 2 objectifs, fit-il en désignant le cœur de l'ennemi. La flotte d'engins explosifs improvisés frappe le quartier général du réseau. Destruction totale, aucune négociation. L'holocarte s'étend vers l'extérieur. Nos alliés lanceront des frappes simultanées sur les avant-postes, les colonies pénitentiaires, les dépôts de ravitaillement et les relais de commandement du réseau, afin de libérer toutes les victimes. Nous ne pouvons pas les laisser se regrouper ou s'échapper. Toute forteresse qui ne se rendra pas immédiatement sera rayée de la carte. Un capitaine Ta'alari, la peau translucide reflétant la lueur bleue de sa console, croisa les bras. Ce sera un engagement multisystème. Une coordination absolue est nécessaire. Un faux pas, et il se disperse. Sagal acquiesça. Nous ne pouvons pas nous permettre la perfection. Nous allons vite, nous frappons fort, et nous ne nous arrêtons que lorsque le filet est détruit. Un murmure d'approbation parcourut les communications. Un seigneur de guerre Dracari, sa lourde silhouette écaillée ombragée par la faible lumière de son pont de guerre, se pencha en avant. Et le conseil ? Sa voix grave résonna dans le canal. Ils ne laisseront pas cela passer inaperçu. Sagal serra les mâchoires. Le temps qu'ils réagissent, nous serons déjà engagés. S'ils veulent nous arrêter, ils devront décider s'ils sont prêts à se battre pour les esclavagistes. Le silence qui suivit fut pesant. Une amirale Vachari, impassible au visage lisse et écailleux, prit enfin la parole. « Alors nous attaquons à la prochaine fenêtre stratégique. » La réponse de Sagal fut immédiate. « Non, nous attaquons maintenant. » Au cœur de la station du Conseil galactique, un silence gêné persistait. Le pouvoir changeait, et ils le savaient tous. L'air était chargé d'une certaine nervosité, celle que ressentent les puissants lorsqu'ils réalisent qu'ils n'ont plus le contrôle. Un fonctionnaire subalterne, un vanneur à la silhouette fine, à la peau violette et aux yeux cernés, chuchota à son supérieur. « Il y a du mouvement,
dit-il d'une voix à peine plus forte qu'un souffle. Les humains se mobilisent. Le délégué Kazari, celui-là même qui avait rejeté les demandes de Sagal, se raidit. Se mobiliser pourquoi? Un silence profond et creux, la bannière déglutit difficilement. La guerre. Des murmures se répandirent dans la salle. Certains se regardèrent, cherchant confirmation. D'autres tournèrent aussitôt leur regard vers le chancelier Michael Lena. Il était assis sur l'estrade centrale, calme mais immobile, l'expression indéchiffrable. La conseillère de Zalari, à l'allure féline, plissa les yeux. « Chancelier, dit-elle d'une voix douce mais ferme, je suppose que votre gouvernement vous a informé de cela. » Lena soutint son regard d'un air neutre. « Il semble que je l'apprenne tout comme vous. » « Oh !» Un ricanement. « Impossible !» gronda le représentant de Gavard. « Vous ne pouvez pas nous faire croire que l'UED a lancé une campagne militaire sans consulter son propre gouvernement. » Lena inclina légèrement la tête, les mains jointes. « Vous supposez que l'UED considère cela comme une campagne, dit-il d'une voix mesurée. Vous vous trompez peut-être. » La salle du conseil s'agita avec inquiétude. « Peut-être vous trompez-vous. » La salle du conseil s'agita avec inquiétude. Une diplomate trénienne, la peau translucide agitée par pulsations de malaise, se pencha en avant. « Tu savais que ça allait arriver, » accusa-t-elle. « Tu les as laissés agir. » La bouche de Lena s'incurva en quelque chose qui n'était pas tout à fait un sourire. « Je ne contrôle pas l'UED, » dit-il simplement, « tout comme vous ne contrôlez pas les flottes de votre propre peuple. » Silence. Car c'était vrai. Le Conseil s'était longtemps enorgueilli de sa gouvernance par la délibération, de sa capacité à persuader plutôt qu'à dicter. Et maintenant, pour la première fois depuis des siècles, il n'avait aucun moyen de pression. Les humains ne demandaient pas la permission. Ils avaient déjà pris leur décision. Le délégué de Kassari prit une inspiration mesurée. « Alors, dites-nous, chancelier, dit-il, les plumes hérissées. Soutenez-vous cela ?» Lena parcourut la salle du regard, observant les expressions changeantes, l'incertitude, les lueurs de calcul inexprimées. Et puis, enfin, il prit la parole. En tant que représentant de l'humanité, je dirais ceci. Sa voix était ferme, résolue. L'UED ne déclenche pas de combat. Son expression se durcit. Mais nous y mettons fin. Personne ne dit mot après cela. De retour à la salle de guerre, quelques heures après le conseil de guerre, la plus grande flotte d'UED jamais rassemblée hors de Séoul avait commencé à se diriger vers le système Yara X. Coordonnés par des relais FTL sécurisés, les groupements tactiques se repositionnèrent dans les colonies extérieures, se rassemblant à des points de saut prédéfinis. L'amiral Lance Sagal avait choisi de mener l'attaque personnellement à bord du cuirassé spatial Scourge, un UED. La flotte sous son commandement était un véritable marteau destiné à briser le filet d'un seul coup décisif. Les flottes de leurs alliés extraterrestres avaient également lancé leurs propres assauts synchronisés, attaquant les voies de ravitaillement, interceptant les vaisseaux de trafiquants et perturbant toutes les artères logistiques sur lesquelles le réseau reposait. L'opération avait déjà commencé. Il était temps de la conclure. La flotte de Sagal atteignit l'approche finale. Le système Yarayek se dressait devant lui, son étoile centrale mourante, entourée de débris à la dérive et d'un ensemble de lunes. Et là, au loin, se trouvait leur cible. Une station orbitale massive, hérissée de plateformes de défense et cernée par ce qui aurait dû être une flottille désorganisée de vaisseaux de récupération et de cargos reconvertis. L'assaut aurait dû être facile. Sagal se tenait sur le pont du Fléau, les mains jointes dans le dos, observant les navires de guerre de l'UED se mettre en formation d'attaque. La première vague de chasseurs s'élança, fonçant vers l'avant pour engager le combat. À bord de l'UED, le Cerberus, la voix du capitaine Watros parvint sur le système de communication de la flotte. La réaction ennemie est plus lente que prévu. Ils brouillent leur défense. Sagal fronça les sourcils. C'était trop facile. Maintenez la formation.
ordonna-t-il. Préparez-vous au bombardement principal. Le piège se referma. De l'autre côté de la deuxième lune de Yara X, des vaisseaux surgirent de l'ombre, par dizaines, émergeant en une vague coordonnée. Pas de cargo récupéré. Pas de navires de guerre pirates désorganisés, de croiseurs lourds, d'intercepteurs élégants et de cuirassés peints du sceau cramoisi profond du filet. Ils attendaient en tant que le moment où les forces de l'UED entraient dans la zone de destruction. Chaque plateforme d'armes cachées était activée. Le système s'illuminait de tirs d'armes. Des lances énergétiques transpercèrent la formation. Des obus cinétiques déchirèrent les escadrons de chasseurs avant qu'ils ne puissent réagir. Tir imminent. Le Cerbère oscilla violemment, tandis que des obus antiaériens ionisés explosaient en plein espace, désactivant les boucliers de 3 destroyers de première ligne avant même qu'ils ne puissent riposter. Sur le fléau, Sagal resserra sa prise. Ses yeux se posèrent sur les écrans tactiques, observant les formations ennemies se déplacer avec une coordination impitoyable. Ils n'avaient pas sous-estimé le filet, ils avaient sous-estimé l'étendue de leur influence. Quelqu'un les avait tous prévenus. Les navires évasifs de Sagal ont attaqué l'UED, rompant la formation. Mais il était trop tard pour beaucoup. Un croiseur de classe Vanguard, l'UED Judicator, a été directement touché au pont, son noyau explosant dans une explosion ardente qui a dispersé des débris sur le champ de bataille. La voix de Furlan s'est brisée dans les communications. Nous venons de perdre le Judicator. Nous perdons des navires rapidement. Watros serra les dents tandis que la coque du Cerberus gémissait sous le barrage. Monsieur, nous sommes encerclés. Le regard de Sagal s'assombrit. Le filet n'avait pas seulement tendu un piège. Il avait retourné le champ de bataille contre lui. Des explosions illuminaient le vide. Le métal se déchirait tandis que les vaisseaux de l'UED peinaient à se regrouper. La flotte de guerre des filets maintenait son avantage, leurs vaisseaux se déplaçant selon des frappes coordonnées, coupant les voies de fuite. Les 5e et 6e groupes de combat ont perdu leur formation. Ennemi encadrant depuis Vector 7. Le pont trembla violemment, tandis que les boucliers avant du fléau s'embrasaient sous l'impact. Seagal se raidit contre l'holotable, tandis que les écrans vacillaient sous la pression. Formation de combat complète pour toute la flotte. Concentrez vos tirs sur leurs vaisseaux de commandement. Des missiles filèrent dans le vide, percutant les cuirassés du réseau, mais leur blindage était plus puissant que prévu. Ils avaient une technologie de niveau militaire. Une autre pièce du puzzle s'est mise en place. Ce n'était pas seulement un syndicat du crime, c'était une force militaire. Une voix a traversé le chaos. Une voix de femme grinçante avec détermination. Voici le commandant Tessa Vale de l'UED Valkyrie. Boucliers avancés à 12%. Nous ne tiendrons pas longtemps. Sagal reconnut le nom, l'un de leurs meilleurs. Tenez bon, commandant. Sa voix était ferme. Les secours arrivent. Elle ne demanda pas comment. Elle continua simplement à se battre. La bataille avait basculé dans un combat rapproché brutal. Les destroyers slalomaient entre les débris, échangeant des bordées brutales, leurs coques s'ouvrant dans le vide. L'UED Remnant, un cuirassé de ligne médiane, fut touché de plein fouet par ses propulseurs latéraux, le projetant dans une dérive incontrôlée. Sa coque frappa un croiseur ennemi, déclenchant les alarmes de collision d'urgence sur les 2 navires. Des dégâts structurels se propagèrent sur le site d'impact, mais aucun des 2 navires ne fut complètement neutralisé. Le reste déclencha ses propulseurs de manœuvre, se libérant avant de subir de nouveaux dégâts. Le Cerberus, à la tête de l'une des dernières escadres coordonnées, plongea sous un cuirassé à filet, lançant une salve de torpilles. La moitié fut interceptée, mais les ogives restantes transpercèrent les boucliers affaiblis, explosant le long du blindage arrière et provoquant une réaction en chaîne d'explosions secondaires qui se répercutèrent à travers la coque du vaisseau ennemi. Le croiseur du filet céda, ses boucliers vacillants, mais un autre prit sa place instantanément. L'expression de Sagal se durcit.
Il avait déjà vu des situations impossibles, mais pas comme celle-là. Et endurci. Il avait déjà vu des situations impossibles, mais pas comme celle-là. Ils sont plus nombreux que nous, trop nombreux. Il devenait évident qu'ils ne pourraient pas gagner ce combat par des moyens conventionnels. Capitaine Watros, commandant Val, ralliez vos escadrons. Nous tenons cette ligne. Monsieur, pour combien de temps? La voix de Val grésillait à travers les parasites. Seagal n'hésita pas. Aussi longtemps qu'il le faudra. Le cuirassé spatial Scourge de l'UED fonçait dans le vide, ses canons déclenchant leur dernière salve malgré la chaleur brûlante de leurs canons. Les boucliers vacillaient, leur intégrité s'effondrant à chaque impact brutal. La coque gémissait sous l'assaut incessant, mais elle tenait toujours. Une forteresse d'acier, de défi et de pure volonté humaine. L'UED tient bon, mais de justesse. Les cuirassés et les croiseurs de bataille du réseau avançaient avec une impulsion implacable, leur formation se resserrant comme un nœud coulant. L'UED avait infligé des dégâts et détruit des navires, mais le nombre et les défenses du réseau commençaient à faire des ravages. Un crépitement parasite grésilla dans les communications, suivi de la voix tendue du commandant Tessa Vale. « Boucliers à 7%. On a du mal à tenir le coup. » Seagal fronça les sourcils. Ils avaient besoin de temps. Il se tourna vers son officier des communications. Diffusion sur toutes les fréquences humaines. Transmission ouverte. L'officier hésita une demi-seconde, puis hocha la tête. « Canal ouvert, monsieur. » Seagal s'avança, la voix calme mais chargée d'urgence. « À toutes les forces humaines recevant cette transmission, ici l'amiral Lance Sagal de la Défense terrestre unie. Nous sommes engagés dans un combat acharné dans le système Yarax. Le Net, une coalition esclavagiste qui a enchaîné certains de nos frères et sœurs, ainsi que des milliers de civils d'autres espèces, nous attendaient. Nous sommes en infériorité numérique. Nous sommes encerclés. La bataille faisait rage dehors, mais Sagal restait mesuré. Ce combat nous dépasse. Il ne s'agit pas seulement de l'UED. Il s'agit du genre de galaxie dans laquelle nous vivons. Si nous tombons ici, ils ne s'arrêteront pas. Ils continueront à prendre, à asservir, à profiter de ceux qui sont trop faibles pour riposter. Il prit une inspiration. Nous ne nous briserons pas, mais nous avons besoin de vous. À chaque capitaine de l'UED, à chaque vaisseau qui se dit encore humain, voici notre ligne. Nous tenons bon, ou nous tomberons ensemble. Tout vaisseau capable de sauter, qu'il arrive maintenant. La transmission fut coupée. Il n'y avait plus rien à dire. Maintenant, c'était à celui qui était là-bas de jouer. Puis, en quelques secondes, la console vacilla, les transmissions entrantes se succédant. « Monsieur, voici le capitaine Paul Alcoyne, du Géant. Nous arrivons. Voici le capitaine Diana Santoro, du Marduk. Attendez-nous, monsieur. Nous serons là. » D'autres voix se succédèrent. La bataille n'était pas terminée. Pas encore, et pas comme le Net le voulait. À l'intérieur du Cerberus, le capitaine Henry Watros observait la tempête de feu qui s'abattait sur leurs boucliers. La bataille était devenue une guerre d'usure brutale, la flotte des Nets se rapprochant à chaque seconde. Carbonel se tourna vers lui, le visage pâle mais ferme. « Monsieur, nous venons de détecter plusieurs sauts FTL, des signatures humaines. » Ils arrivent. Watros ne réagit pas. Il resserra sa prise sur l'accoudoir. Combien de temps? La voix de Carbonel était plus basse cette fois. 30 minutes. Un silence s'étendit sur le pont. Weiss expira d'une voix lourde. « Monsieur, je ne crois pas que nous en ayons 10. » Watros regarda autour de lui, le visage couvert de sueur, l'épuisement s'installant. Il le voyait dans leurs yeux. Il connaissait la réalité de la situation. Il expira lentement, la voix calme comme le fer. « Nous tiendrons le cap. Nous tiendrons le temps qu'il faudra. Nous ne mourrons pas ici. » Ils le feront. L'équipage se redressa. Il n'y eut aucune hésitation. Il n'y eut aucune hésitation.
Oui, capitaine. La bataille faisait rage. Capitaine, leur flanc bouge. Watros n'hésita pas. Rediriger tous les tirs des canons électriques pour perturber leur aile droite. Sur le champ de bataille, les navires de guerre endommagés de l'UED se battirent avec plus d'intelligence, et non avec plus d'acharnement. Le Cerberus et ses escortes se faufilèrent à travers la formation du réseau, frappant les sous-systèmes critiques au lieu de viser la destruction pure et simple. De petites escadrilles de chasseurs se déployèrent en attaques imprévisibles, déstabilisant les systèmes de ciblage ennemis. Les croiseurs UED endommagés tiraient des barrages de missiles tout en se repliant sur les lignes alliées, forçant le filet à gaspiller des tirs sur des navires déjà hors d'état de nuire. À bord du Fléau, Sagal observait leur flotte refuser de rompre, malgré l'infériorité numérique. Ce n'était pas parfait, ce n'était pas net, mais ils parvenaient à ralentir l'ennemi, chaque seconde comptant. Il se tourna vers son officier tactique. Déployer des leurres le long de la grille 9 A. Leur faire croire que nous repositionnons notre arrière-garde. Les forcer à s'adapter. Oui, monsieur. Puis vint le moment qu'il redoutait depuis le début de la bataille. Monsieur, les générateurs de boucliers du Fléau sont en surcharge. Sagal serra les dents. Rediriger l'énergie des systèmes non essentiels. Déjà au maximum, boucliers défaillants. Avant que Sagal ne puisse réagir, les boucliers avant s'effondrèrent. En quelques secondes, les tirs ennemis transpercèrent le blindage du navire et s'enfoncèrent dans les ponts inférieurs. Des explosions secouaient le centre de commandement, tandis que la passerelle s'allumait en rouge. Brèche de coque sur le pont 5. Nous avons perdu les sections 3A à 3D. Rapport de pertes en cours. Sagal se raccrocha à la rambarde, ignorant les sirènes d'alerte. Puis, des signatures FTL arrivèrent. Sagal tourna brusquement la tête vers l'écran. L'espace d'une seconde, le champ de bataille retint son souffle. Le bourdonnement des systèmes, le crépitement lointain des tirs laser, les derniers scintillements des boucliers. Puis la grille tactique vacilla. Une fois, 2 fois. Et puis, le vide explosa d'une lumière bleue. Les vaisseaux jaillirent de FTL comme le tonnerre fracassant l'espace. D'abord l'Osiris, puis le Marduk, puis des dizaines d'autres. Le champ de bataille n'était plus désert. Les humains étaient arrivés. Les lèvres de Saigal se courbèrent en un sourire sinistre. Ils étaient côté là. Au-delà de la bataille, l'espace s'embrasa de nouvelles ruptures, vague après vague de vaisseaux de guerre UED émergeant de l'espace de glissement. D'abord, les croiseurs de bataille, leurs canons à rails déjà verrouillés sur les vaisseaux ennemis, avant même que leur moteur de saut ne soit complètement désengagé. Puis les petites corvettes, se faufilant à travers les débris, lancèrent des missiles de précision contre les intercepteurs du réseau. Une transmission coupa le bruit parasite. Ici l'amiral Adivali Walgir de l'Osiris. Désolé, nous sommes en retard. Sagal essuya le sang de son front et sourit. Juste à temps, amiral. Juste à temps. Sur le champ de bataille, les commandants du réseau se figèrent. Leur massacre calculé venait de se transformer en une retraite désespérée. Les grilles tactiques vacillaient, affichant une horreur qu'ils ne pouvaient encore admettre. La flotte humaine était plus nombreuse qu'ils ne l'avaient anticipé. Bien plus nombreuse. Pour la première fois depuis le début de la bataille, c'étaient eux qui étaient pris au piège. La coque du Fléau brûlait encore, les cicatrices de la bataille profondément gravées dans son blindage. De la fumée s'échappait des ponts fracturés, le métal crachant sous une pression incessante. Mais désormais, l'UED ne luttait plus pour survivre. Il luttait pour gagner. Des ruptures de FTL vacillaient encore dans le vide, tandis que de nouveaux renforts arrivaient, inondant la zone de guerre de nouveaux navires et de puissances de feu. Ce qui avait commencé comme une résistance désespérée était désormais une contre-offensive à grande échelle. L'élan avait irrémédiablement changé. La démonstration tactique de Seagal était animée par le mouvement.
Les formations de l'UED se consolidaient, tandis que l'assaut autrefois coordonné du réseau s'effondrait sous la pression incessante. L'ennemi avait combattu avec ruse et préparation, mais maintenant il réagissait, se brisait, échouait. À tous les navires, avancez. Ne les laissez pas se regrouper. Son commandement frappa les communications de la flotte comme un éclair. L'UED réagit avec une précision affinée par des années de guerre. L'Osiris mena la charge, ses batteries de rails avant tirant à pleine charge, déchirant les boucliers d'un croiseur de combat avant qu'un barrage de torpilles coordonnées ne le déchiquait en une réaction en chaîne. Les Marduk, flanquant le géant en parfaite synchronisation, s'enfoncèrent dans les lignes ennemies, leurs destroyers détruisant les formations avec une efficacité impitoyable. La flotte des filets se brisait. Certains navires tentèrent de tenir bon. D'autres tentèrent de fuir, mais sans issue. Monsieur, leur flotte se fragmente. La voix de Watros résonna dans les communications, aiguë et compréhensive. Sur le canal de commandement du réseau, les transmissions interceptées devinrent frénétiques, les ordres se chevauchant, les voix craquant sous la pression. Maintenez la formation. Ne vous laissez pas faire. On nous flanque. Il nous faut des vecteurs de retraite, toutes de suite. Toutes de suite. Peu importe. Le vent avait tourné. Alors, poussez plus fort, capitaine. On en finit. Sur le Cerberus, la console de Carbonell vacillait, signalant une transmission entrante. Watros se tourna vers elle, passa le message. L'image holographique d'un commandant Vachari apparut. Ses traits lisses étaient net impassibles, mais sa voix était d'une gravité tranquille. Commandant humain. Nos forces ont pris les colonies pénitentiaires. Les chaînes sont brisées. Watros expira bruyamment. La guerre avait commencé à cause de ces chaînes. Maintenant, elles étaient brisées. Il n'y avait plus rien à discuter. Sa réponse fut froide, définitive, parfaite. Pas de survivants, pas de seconde chance. On en finit maintenant. La transmission fut coupée et avec elle, toute hésitation subsistante disparut. La flotte de l'UED s'élança comme un raz de marée, se rapprochant des derniers bastions des forces des Nets. Leur vaisseau amiral, un imposant dreadnought de classe Fortress, tenta de rallier ses vaisseaux restants, diffusant des ordres dans une tentative désespérée de sauver le peu de contrôle qui leur restait. Il était trop tard. Le Scourge et l'Osiris ouvrirent le feu en tandem, leur artillerie combinée percutant le navire ennemi avec suffisamment de force pour détruire son blindage en quelques secondes. Puis, menant le Scourge, l'amiral Lance Sagal s'élança dans le vide, positionnant son navire directement sur la trajectoire du cuirassé ennemi. Les boucliers du fléau avaient déjà disparu, sa coque calcinée et meurtrie, mais Sagal savait qu'hésiter ne ferait que prolonger la bataille. Il était venu pour cet instant. D'un seul ordre, le fléau déchaîna tout ce qu'il possédait. Canons électriques à haute vélocité, lances à plasma, volées de torpilles, chaque système d'armement tirant à pleine capacité. Le vaisseau amiral du réseau chancela, son blindage se rompant sous l'assaut incessant, ses tirs de riposte désespérés se dispersant sans danger à mesure qu'il perdait de la puissance, pièce par pièce. Sigal, debout sur le pont, observait le cuirassé se disloquer, des flammes jaillissant de ses ponts, des capsules de sauvetage lancées, mais prises dans le rayon d'explosion des explosions secondaires. Il ne bougea pas, ne vacilla pas. C'était pour cela qu'il était venu. Une ultime transmission désespérée crépita sur les fréquences du réseau. « Rendez-vous! Rendez-vous !» L'appel fut réduit à néant lorsque la lance à plasma du fléau transperça le cœur du cuirassé. Aucune réponse ne vint, aucune pitié ne fut accordée. L'explosion qui suivit fut aveuglante, projetant des débris dans le vide. Sur le champ de bataille, les derniers survivants de la flotte des Nets se retournèrent pour fuir, leurs moteurs en feu, tentant de quitter le système, leur formation se désintégrant sous la panique. Mais la voix de Sagal parvint sur les canaux de commandement, froide et absolue. Pas de retraite, pas d'échappatoire.
Finissons-en. Il n'y eut aucune hésitation. Les navires de guerre UED accélérèrent, ciblant d'abord les moteurs et les propulseurs FTL, bloquant toute possibilité de retraite. Les retardataires furent éliminés un par un, canons électriques et torpilles les réduisant à l'état d'épave à la dérive. Le dernier croiseur à filet vacilla, ses systèmes de propulsion tombant en panne, l'équipage réalisant sans doute son sort tandis que son navire était déchiqueté par l'assaut incessant. Le fléau dérivait vers l'avant, ses armes fumant. Il ne subsistait plus aucune résistance. Sur le champ de bataille, la flotte du filet avait disparu. Le vide était jonché de carcasses de navires de guerre en flammes, leurs métaux tordus dérivant sans but. Les coques se fissuraient, les atmosphères se décomposaient, et des épaves sans vie flottaient dans les abysses glacés. Aucun signal de détresse, aucun survivant. Sagal expira lentement, ses doigts agrippant le bord de l'holotable, son regard fixé sur la cible finale. La station des Nets, une construction massive suspendue dans le vide, à la surface criblée de cicatrices dues à des années de piraterie et d'asservissement, entourée de plateformes de défense toujours actives. Même si la flotte des Nets était anéantie, leur station de commandement se dressait toujours, vestige de leur empire, dernier monument à leur règne. L'officier tactique du Fléau se détourna de sa console, la voix ferme malgré l'épuisement. « Monsieur, la station est verrouillée. Leurs portes anti-explosion au plafond. Les fluctuations de puissance interne suggèrent qu'ils purgent les données. » Sagal hocha la tête. Ils savaient ce qui allait arriver. Ils ne cherchaient pas à s'échapper. Ils essayaient de dissimuler toutes les preuves possibles avant la fin. Tous les vaisseaux UED, préparez-vous à une frappe orbitale. Sa voix était basse mais inébranlable. La flotte changea de position, alignant ses solutions de bombardement, canons électriques et lances énergétiques ajustant leur trajectoire pour un impact maximal. Une dernière transmission se fraya un chemin sur l'écran de Sagal. Des parasites s'accrochèrent au signal, mais la voix derrière elle resta provocante. « Tu crois avoir gagné ?» Un petit rire guttural s'échappa de l'interférence, faible mais moqueur. « Il y en aura toujours un autre. » On ne peut pas étouffer la demande, l'expression de Sagal resta figée. Alors on les fera craindre d'y répondre. Il fit signe à son officier d'armes. Feu. Le Fléau tira le premier, son canon électrique principal envoyant une balle hyper véloce de la taille d'un immeuble directement au cœur de la station. Un battement de cœur plus tard, le reste de la flotte d'UED suivit, ses lances à plasma transperçant les plateformes de défense, ses torpilles fonçant vers les infrastructures vitales. La station trembla violemment, sa coque se fracturant tandis que des brèches de confinement se créaient à plusieurs niveaux. Des explosions secondaires se propagèrent vers l'extérieur, déchirant les baies d'amarrage et coupant les voies de fuite. Le cœur de commandement explosa, projetant une boule de feu aveuglante à travers ce qui restait de la structure. En quelques instants, il ne restait plus que des débris. Pas de capsule de sauvetage, pas de signaux de détresse, pas de survivants. Sagal regarda le brasier se consumer, puis se redressa. L'alerte de combat fut levée. À tous les navires, rapportez votre situation. Dans toute la flotte, les capitaines se mirent à l'écoute. Les rapports de dégâts arrivèrent, les listes de victimes furent compilées, et le lent processus d'évaluation des dégâts commença. Sur le Cerbère, Watros expira, s'adossant à sa chaise, tandis que Carbonel se tournait vers lui. « Monsieur, nous recevons une transmission de nos alliés. » L'écran holographique vacilla, révélant un seigneur de guerre Dracari, son visage reptilien indéchiffrable, sa voix rauque mais assurée. « C'est fait. Nous veillerons à ce que cela ne se reproduise plus jamais. » Watros hocha la tête. « Compris. Quels sont vos ordres ?» Un bref silence. Puis le regard du seigneur de guerre se durcit. « Nous finirons ce qui reste. Ceux qui ont profité de tout cela paieront. Votre combat est terminé, humain. Le nôtre ne l'est pas. » La transmission fut coupée.
Watros se tourna vers le hublot, regardant les dernières braises de la forteresse du filet s'évanouir dans le néant. À bord du fléau, la confirmation finale arriva. L'opération était terminée. L'ennemi avait été anéanti. Il n'y avait plus rien à faire. Sagal s'avança, se tenant droit malgré la douleur. Il appuya sur une commande de la console, ouvrant une ligne directe avec le commandement de l'UED et tous les navires qui combattaient à ses côtés. C'est fini. Nous avons gagné. Une pause. La galaxie a gagné. Il a fermé la chaîne. La flotte UED s'est lentement éloignée du champ de bataille, leurs moteurs s'allumant un par un alors qu'ils mettaient le cap sur la maison. Il n'y a pas eu de célébration, juste le silence. Salut, je suis content que tu sois arrivé jusqu'ici. J'espère que tu as apprécié la vidéo. N'oublie pas d'appuyer sur le bouton j'aime et sur le bouton s'abonner. C'est vraiment important pour la chaîne, vraiment important. Et j'ai encore une chose à te dire. J'ai choisi une autre vidéo à te proposer. Cliquez simplement sur la carte ici, ou ici pour la playlist complète. À bientôt!